Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit un petit peu un élément par rapport à une question qui m'a été posée il y a un petit moment, auquel j'ai fait la réponse en direct à la personne qui m'avait posé cette question-là. Et je trouvais sacrément intéressant le fait de vous en partager l'élément en question. Il s'agissait de déjà dans un premier temps, attends, j'oublie les fondements qui sont les suivants. Abonne-toi juste en dessous, tu cliques et puis c'est fait. Dans la description, tu as un lien qui te permet de faire partie de ma liste privée dans laquelle je partage plein d'informations, dont souvent d'ailleurs ce type d'informations-là, assez spécifiques. La question donc était la suivante. Euh, Est-ce qu'il est vrai que ça ne sert absolument à rien d'essayer de conserver les graines d'une production qu'on a faite dans un objectif que les semences qui en résulteraient seraient nettement plus adaptées à notre terroir? C'était la question. Parce que, tu mets des guillemets, tout ce que tu veux, à ce qui paraît, à ce qui paraît, tu mets tout ce que tu veux aussi, bah ça sert à rien parce que t'auras beau reproduire des graines, des graines, des graines, ça restera toujours pareil et ce sera jamais adapté parce qu'il n'y a pas d'adaptation, possible. Comme tu le sais, je pense qu'aujourd'hui il est important, parce que c'est rare, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui il est, à mon sens, important de donner un peu plus une autre dimension à tout ça. Alors, tu sais, il y a pas plus tard qu'il y a, bon, allez, peut-être 3 ans. J'en voyais pas la nécessité. C'est vrai qu'il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes qui parlaient de jardinage, faire son potager de manière naturelle. Bon, voilà. Là, forcément, YouTube ayant explosé au niveau de notoriété, et bien sûr, les chaînes explosent tout autant. Et donc, du coup, il y a de plus en plus, et c'est très légitime d'ailleurs, de personnes qui font des vidéos, dont une minorité, parfois, au niveau du contenu, et plus précisément, je dirais, de la notion scientifique qui en résulte, nécessiterait quelques approfondissements. D'où mon intervention, et d'où à chaque fois maintenant, je m'appuierai, parce que il ne faudrait pas non plus que on se fie exclusivement, tu comprends bien, à mon seul ressenti. Ce serait injuste. Donc il faut quand même que j'apporte quelques éléments supplémentaires pour les plus, comment dirais-je, les plus sceptiques. Oui, pour les plus sceptiques. Au moins, il y a des rapports. À chaque fois, je vous mettrai des rapports scientifiques, des rapports d'expertise, qui viendront complémenter ce que j'explique. En l'occurrence, nous avons un rapport qui date de, je vais vous dire exactement, je ne sais plus, je l'ai eu quelque part, je l'avais tout à l'heure, je crois que. Attends, fais voir. Juste 2 secondes, je vais jusqu'à la fin. 92 04 92, bulletin de l'AIEA, tu peux aller voir sur le site, et tu le trouveras. Sélection des plantes, mutation induite par pour de meilleures récoltes, de Novak et Brunner. Il dit quoi par rapport à la question qui est posée, hein. C'est-à-dire que si tu prends, on imagine, je te fais le dessin, on prend une tomate, on se dit tiens elle est belle celle-là, et c'est vrai que moi par exemple, ce qui est mon cas, d'accord, je suis dans le nord de la France, pas dans le nord, en Ile-de-France, bon. Et c'est vrai que ce serait bien, on imagine, j'ai pris des tomates chez un très grand fournisseur de semences très très connu, qui fait de la semence bio et ancienne, pareil, tu vois, je préfère aussi, si j'ai le temps, je te fais le topo sur la question qui est venue juste derrière en me disant les graines anciennes ça sert à rien parce que de toute façon ça fonctionne qu'à moitié. Mais si j'ai le temps, d'accord. Mais ça mériterait aussi, hein, d'ailleurs, en même état d'esprit. Et alors, euh, voilà, on imagine, hein, je suis dans le nord, je me dis ouais, alors ces graines qui viennent de ce semencier qui est quand même dans le sud, ce serait bien que je les adapte à mon terroir pour qu'elles soient un peu plus résistantes. Par exemple, peut-être au premier froid ou à quelques descentes de température que l'on connaît bien dans ces régions-là d'ailleurs. Et puis éventuellement, ouais, voilà, j'ai envie de te dire un printemps un peu, voilà, pas un printemps du sud, quoi, tu comprends bien. Et donc, si je conserve certaines les graines d'une année sur l'autre, à un moment donné, inévitablement, elles vont être adaptées à mon terroir. Vu que je suis dans le nord et qu'il y a du sud, tu comprends un peu l'idée. Donc, c'est de ça qu'on parle. 1. Toutes les formes actuelles de vie sont dues à 3 facteurs. Pas bon, c'est pas énorme, 3.
La mutation, source essentielle des variations transmissibles, je t'explique après, pas de panique, je t'explique après. L'environnement qui influence la sélection des mutants qui survivent et se reproduisent. Et le dernier, la durée pendant laquelle le génotype et l'environnement interagissent constamment, réalisant le changement évolutif. Bon, je vais te traduire tout ça parce que tu te dis, ouais, attends, je crois pas piger, je suis pas certain. Moi, je traduis l'ensemble en fait, c'est tout con. Ce qui va faire chaque, si tu veux, forme de vie vivante, mis dans un environnement particulier, va, au fil des générations, s'adapter au milieu auquel il appartient. Ça veut dire que si tu prends un élément, que tu le transmutes dans un autre endroit qui n'est pas, je dirais, son biotope d'origine, inévitablement, il y aura une transformation, plus précisément une adaptation. Dans ce cas de figure, deux embranchements se font. Ça veut dire, cette forme de vie va avoir suffisamment d'aptitude, c'est tout ce qui est marqué dans la suite du machin. Je ne vais pas non plus te la faire intégrale. Je crois qu'il y a 30 pages. Donc on va peut-être les oublier. Hein. Qu'est-ce que je te disais? Machin. Attends, je disais quoi? Je viens de me perdre un instant, c'est énorme, c'est monumental. Oui, soit cette forme de vie va s'adapter dans ce milieu, et donc va comment te dire, prospérer, soit elle n'y arrive pas, et donc elle disparaît de ce milieu. C'est les formes adaptatives, d'accord? Bon. Ce qui fait que, par exemple, on peut dire, ouais, avec ton idée, Denis, si je pige bien, je prends un bananier, je le plante à Dunkerque, et puis je suis nickel. Ouais, mais je t'ai dit, forme adaptative. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi que la plante ait suffisamment, je dirais, d'éléments, pour rester simple, qui lui permettent de pouvoir, au fil du temps, s'adapter et devenir de plus en plus résistante à ce climat. C'est possible que oui, c'est possible que non. Mais si c'est possible que oui, effectivement, la forme qui en résultera sera très différente de la variété que tu peux trouver, je ne sais pas, dans le sud de la France ou dans le sud de l'Espagne. Elle sera nettement plus adaptée. Tu comprends? C'est ça que ça veut dire. Donc, si j'en reviens à mon histoire de base, et d'ailleurs on le sent et on le voit, si tu veux, si tu te dis, ouais, mais je suis pas certain, là, Denis, ça m'a pas convaincu. En fait, te convaincre encore plus. Donc, toutes les variétés, je prends juste la tomate, mais tu sais, c'est valable pour tous les légumes. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, même tous les végétaux et même toutes les formes de vie. D'ailleurs, je ne suis pas adapté pour le climat du Nord, pour te donner un exemple. C'est pas dit que mes générations futures y soient, peut-être, on verra. L'avenir nous le dira. Mais les tomates, tu vas les trouver, on peut les classifier de plein de manières. Je prends juste cet exemple-là parce que c'est l'exemple souvent qui parle à tout le monde. Bon, prenons-le. Tu vas pouvoir les classifier par couleur. Tu sais qu'il y a des rouges, il y a des jaunes, il y a tout ce que tu veux, il y a des bariolés et puis des mosaïques. Bon, tu vas aussi pouvoir les classifier par différentes tailles. Il y en a qui vont être buissonnantes, d'autres qui vont être rampantes. Dans les rampantes, il y a différentes déterminations. Des courtes, des longues, des très longues même. Et puis après, il y a dans la périodicité, ça veut dire dans le fait que les tomates vont arriver plus vite ou moins vite. Donc c'est là-dedans on entend les précoces, les mi-saison et les tardives. Donc tu peux les classifier déjà dans tout ça. Mais tu as une autre classification en plus qui intervient, qui elle va être régionale. Et donc du coup on va trouver certaines variétés qui ont été développées dans des régions spécifiques et qui répondent de ces régions spécifiques. Un exemple tout bête, hein, dans le nord de la France, et alors si je prends juste rien que la Belgique que je connais bien, il y a des variétés de tomates spécifiques qui ont été adaptées en Belgique. Il y en a une qui s'appelle la tomate jaune de Huy, je crois, un truc comme ça, de mémoire. Pour te dire, tu vois, là, il y a des tomates, elles sont parfaitement adaptées. Je crois que c'est du côté de Liège qu'elle a été développée d'ailleurs. Il est évident que cette tomate sera nettement plus adaptée si tu habites Liège que si tu habites Marseille. Tu comprends bien? Il y a d'autres variétés qui, elles, seront plus natives de ça. Donc, quelque part, déjà à la base, tu as des variétés qui portent déjà le nom des régions. C'est tout bête. Tu as même dans plein de choses, tu vas le trouver. Les cornichons. Tu as quoi? Tu as le cornichon fin de Paris. Tu as la carotte fine de Meaux. Là, je suis côté de Meaux, moi. Voilà, tu vois. Bah oui, elle sera plus adaptée que la colmar. Tu comprends? Qui est plutôt du côté. Tu comprends un peu? Déjà là-bas, ces éléments ont été faits. Mais si les gens sont cassés la tête, si tu veux, à réadapter des variétés lambda à leur région et leur terroir, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons. Tu comprends? Donc tout ça, ça part pas d'une supposition. Ça part d'un constat. Il faut bien le comprendre. Donc oui, la réponse est oui, mais oui, complètement. Complètement. Si tu sélectionnes, et après, je pourrais faire tout un laïus qui durerait une perpète d'autant,
sur comment on fait la sélection et machin, je vais te l'épargner pour l'instant. Mais effectivement, à partir du moment où tu as compris le principe de la sélection et que tu sélectionnes de manière efficace bah, la future génération des légumes que tu vas produire, eh ben oui, tu vas au fil du temps pouvoir sélectionner des graines de plus en plus adaptées à ton terroir. Bien sûr là-dessus, parce que je m'y attends, et c'est normal. Certains me diront, ouais, mais c'est gentil Denis, mais en même temps, oublie pas qu'il y a la génération génétique, si tu utilises, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut être en réseau de collectionneurs. Et d'ailleurs, ceux qui font ça l'ont parfaitement compris et intégré depuis des années, dans lesquels on remet ce qu'on appelle du sang neuf dans nos variétés, de manière à éviter effectivement cette dégénérescence génétique, si on travaillait exclusivement en forêt fermée. Mais, à partir du moment où on respecte toujours la même variété, tu comprends un petit peu. Voilà. Chacun va la mettre dans son périmètre à lui. Oui, je vais pas aller changer la carotte, si tu veux, de mots, avec un mec qui l'a produit à Marseille. Là, ça n'a plus de sens, tu comprends bien. Voilà, ça va être quelqu'un, bah, peut-être qui habite Melun, tu vois, ou Coulommiers, bon, qui reste quand même dans un secteur un peu. Voilà, non, mais on va éviter d'aller trop loin, tu vois, parce qu'après, ça n'a plus de sens. Voilà, c'est un petit peu le principe. Donc, partant de ça, bah oui, en sélectionnant de manière voilà, intelligente tes plans, après ça se fait avec. Bah, là, c'est la saison en plus, hein, tout en ce moment là. On est en juillet, c'est un peu avancé. On peut même. Bon, on peut toujours continuer à le faire. Bon. Mais on sélectionne ce porte-graines qui va contenir, on va laisser maturer en fait jusqu'à la fin ce légume, de manière après, in fine, à récupérer les graines. On les note souvent pour tout ce qui est légumes, fruits, tu vois, dans lesquels on va avoir des graines humides qu'il faudra après mettre en préparation. Mais pour les graines sèches, comme pour les laitues par exemple, bah, pareil, tu vois, les graines sont de toute façon toujours disponibles au même moment, qu'elles soient humides ou sèches. J'ai envie de te dire, la disponibilité de ces dites graines se font de toute façon à la même période, quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu, je vais faire ça, je vais t'expliquer un peu ça. Le document est facilement trouvable sur le web. Depuis tout à l'heure, tu as le titre, hein, ça explique tout un tas de trucs. Bon, il fait 30, mais là, j'ai qu'une partie du document que j'ai pris, mais voilà, tu as tout le système, machin. Si tu veux le lire, voilà, le croisement, la génétique, et gna 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 gna, ça explique tout, tu vois. Je pense que c'est important à un moment donné, voilà, de mettre des points sur les trucs, tu vois, et puis d'expliquer un petit peu les choses. Et voilà, donc bah, si on t'explique que ça sert à rien, bah c'est bête parce que ça sert à quelque chose. Et même clairement à quelque chose. Voilà, courte hein, la vidéo, hein. T'as vu, courte. Bon, bah je te donne rendez-vous la prochaine fois dans une prochaine, et puis je te dis à très très vite, commente, mets le pouce, si tu veux, bon, hein, pépère, et puis dans la description, tu as tout ce qu'il faut pour faire partie de ma liste privée et recevoir des tas de cadeaux, des tas de machins, bref, tas de trucs. J'en dis pas plus. À tout de suite. Ciao, ciao.